Bon, bon moi je porte deux casquettes en réalité, la casquette d'acteur et la casquette d'historien. Et ce n'est pas une situation très facile parce que les anciens camarades, quand je me comporte en historien, me rappellent mon passé avec eux. Et les historiens trouvent que chez moi la subjectivité garde encore un peu trop de place. Je crois que pour mon travail, il y avait deux préalables à honorer. Le premier, c'était de travailler sur la perception de la colonisation par les élites algériennes et plus particulièrement par les dirigeants du mouvement national. Et ensuite aussi de travailler sur la pensée de ces élites une fois l'indépendance arrivée. Alors, la perception de la colonisation au départ, c'était dans le mouvement nationaliste, dans le populisme, elle est pensée sous forme normative de condamnation et de refus. Chez les oulémas, elle est différente selon les acteurs. D'abord chez Ben Bedis, le fondateur en fait de l'association des oulémas, il y avait une attitude première qui consistait à reconnaître dans la colonisation un progrès et il attendait d'elle un développement de l'Algérie. Il admettait que l'Algérie était un pays attardé, que sa population était peu évoluée et que par conséquent, l'aide d'une nation comme la France pouvait aider le pays à avancer. Dans une période ultérieure, à partir de 1937, sa position s'est un peu plus durcie et on voit arriver le thème de l'agression culturelle. Ce thème a toujours existé, mais Ben Bedis, dans ses premiers pas, ne l'a pas du tout porté. Et on le retrouve davantage chez d'autres éléments des oulémas. La pensée des évolutionnistes est tout à fait différente. J'entends ici d'une manière générale, par évolutionniste, tous les courants qui ont grandi à l'ombre de l'école coloniale, l'école française, et qui étaient essentiellement acculturés. Alors, ceux-là aussi ont évolué selon les temps. D'abord, d'une manière générale, les évolutionnistes pensaient la colonisation comme un bienfait, particulièrement dans la voie indigène, la voie des Indes, que j'ai étudié mieux que je ne saurais le faire, Fanny Colonna ici présente, et même des gens comme Farhat Abbas et d'autres leaders, Ben Jelloul, mais par la suite, à partir de 1942, il y a un changement à partir de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, il y a une évolution, mais ça n'empêche pas Abbas de continuer à considérer la colonisation comme une révolution qui a déblayé pas mal d'obstacles, et il le dit très clairement dans le manifeste du peuple algérien qui a été accepté par le PPA. Pour l'historien, évidemment, la position n'est pas toujours celle des acteurs du mouvement national. La colonisation est considérée comme un fait social et historique, et donc comme une réalité nécessairement ambiguë, et donc on n'a pas à la considérer comme globalement positive ou globalement négative, mais à l'étudier
d'une manière contingente selon les périodes, toutes les périodes de la colonisation entre 1830 et 1962 ne sont pas équivalentes. Il y a eu, selon les changements en France, des périodes où il y avait un certain libéralisme, et donc il faut voir ces périodes d'une manière différente, et surtout arrêter un vocabulaire pour étudier ces périodes. Cette question n'a pas toujours été abordée par les historiens. Arrêter un vocabulaire, par exemple, quand on parle, si vous voulez, des étapistes ou des réformes, etc., elles n'avaient pas le même sens avant 1940 et après 1940. Et ceux qui voulaient des réformes avant 1940, les voulaient dans le cadre français à partir de 1940 et un peu plus tard, même 1942, on la veut dans le cadre d'un État national algérien et dans un rapport encore dans l'Empire, mais avec des accents d'autonomie très, très précis. La perception de la décolonisation, le mot, je ne sais pas s'il convient, il convient pour beaucoup de pays, mais pour les pays qui ont fait une guerre de libération nationale, je ne sais pas s'il est approprié de parler de décolonisation. Alors là, nous avons deux écoles opposées. Pour la première, c'est la réflexion est déterminée d'une manière générale par la problématique de l'identité. C'est essentiellement celle des oulémas et de tous ceux qui participent un peu de l'école réformiste. Autrement dit, pour eux, la colonisation, c'est une rupture avec toutes les valeurs constantes, dit-on, c'est-à-dire les valeurs sacrées, la langue, la religion. Pour la seconde, la problématique qui apparaît aussitôt après l'indépendance, c'est la problématique du changement social. Ces questions ont été très bien traitées au Maroc, discutées au Maroc entre les historiens et les sociologues, mais malheureusement en Algérie, il n'y a jamais eu un vrai débat sur cette question. Autrement dit, pour cette école, la colonisation a été une catastrophe historique, et donc ils regardent dans le rétroviseur, et pour eux, il faut restaurer les valeurs, et cela signifie aussi qu'un certain nombre de problèmes de caractère social et de rapport entre les écoles religieuses, les Ibadites en sont une, en Algérie, le catholicisme et le protestantisme qui existent en Algérie, ce sont des choses qu'on ne dit pas clairement qu'il faut effacer, mais on s'emploie plus ou moins à les effacer. Et dans une certaine mesure, on peut dire que l'exode brutal des Européens d'Algérie a fait en sorte que cette ambition puisse trouver, si vous voulez, un chemin. Pour ceux dont la problématique porte sur le changement social, la colonisation est regardée aussi d'une manière schématique comme la cause d'un blocage historique, comme une période d'arbitraire, de pillage de ressources. Évidemment, il n'y a pas d'interrogation sur le caractère de cet arbitraire. C'est purement et simplement
un mot qui est lancé comme ça, sans définition. Et maintenant que l'Algérie est indépendante depuis bien des décennies, on peut s'interroger sur cette question de l'arbitraire et voir s'il n'y avait pas dans le juridisme français des éléments plus positifs que ce qu'il y a dans la tradition nationale aujourd'hui. Voilà. Je vais définir maintenant rapidement, si tu m'arrêtes, parce que je ne crois pas que je tiendrai qu'un quart d'heure, de la définition de l'objet algérien. Est-ce une communauté? Est-ce une nation? Communauté religieuse? Est-ce une nation? On peut dire que la tradition musulmane n'a pas été vraiment étudiée comme dans le cas d'une pénétration étrangère et d'une cohabitation avec des hommes d'une autre religion. Cette question qui a été débattue par des élites religieuses en Algérie, qui a été débattue d'une manière plus approfondie au Maroc et en Mauritanie, n'a pas été tellement étudiée jusqu'à présent. On parle surtout de la collaboration des confréries avec le pouvoir colonial, mais ce qu'on appelle les collaborations s'enracine aussi dans une conception de la religion et dans une conception du rapport à l'autre quand la religion n'est pas en cause. Hein? Je pense donc c'est-à-dire que ces élites en général, pour elles, les premières élites, le commerce avec la colonisation se faisait sur la base de la nécessité et du besoin. Mais cette tendance est présente chez les élites, elle n'existe pas dans l'opinion publique d'une manière générale. Et enfin, je pense, et je l'ai vérifié plusieurs fois, surtout dans les périodes de crise sociale et politique à partir des années 40, c'est l'idée que le moment où la cohabitation allait disparaître était très très enraciné. Je me souviens avoir assisté dans l'arrondissement de Philippeville, ce qu'il y a aujourd'hui, à des réunions de gens qui commençaient à se partager les biens des Français parce qu'ils pensaient qu'ils n'allaient pas rester compte tenu de la vague des succès qu'avait le mouvement nationaliste en 1947 et en 1948. Il y a eu une vague carrément messianique, millénariste, très très forte, qui portait le PPA au statut d'hégémonie parmi les autres partis. Beaucoup de gens pensaient que la libération de l'Algérie était proche. Bon, pour moi du moins, les années de colonisation ne peuvent être, si vous voulez, traitées en termes de collaboration, de nationalisme et de collaboration, ou si vous voulez, de collaboration et de résistance, mais traitées comme en termes d'expérience historique. Et le but de l'histoire, c'est justement de restituer cette expérience telle qu'elle a vécu, ou qu'on pense qu'elle a été vécue selon les documents. Donc, il est souhaitable, me semble-t-il, de définir, de sortir de ce schéma qui est très connoté par l'histoire de la résistance française, qui est une résistance à l'occupation qui a duré quelques années. Là, il s'agit d'une expérience séculaire, et donc les problèmes ne peuvent pas se poser de la même façon ou être envisagés de la même façon.
d'une manière générale, les nationalistes ont répondu à cette question de la nation d'une manière positive. Pour le gros des nationalistes, la nation algérienne a existé bien avant 1830 et donc, si vous voulez, il fallait la rétablir dans ses droits et beaucoup pensaient en effaçant toutes les traces de la période coloniale. Et on peut dire que, en réalité, l'opération qu'ils ont menée, c'était celle qui consistait à couler la société algérienne dans un moule qui ne lui convenait pas. Les réalités sociologiques de l'Algérie étaient différentes de tous ceux qui ont plus ou moins théorisé la nation, et donc il fallait aborder le problème autrement. Dans la confrontation qui va s'amorcer avec la France, toutes les classes personnellement, j'ai pris un schéma de classe. J'ai étudié l'Algérie selon un schéma de classe. Mais en revoyant un peu, si vous voulez, la manière dont on envisageait les classes dans la société algérienne, et je pense que dans la confrontation qui s'amorçait avec la France, toutes les classes avaient des raisons particulières de revendiquer la direction des luttes. Mais aucun des groupes n'avait suffisamment de cohésion pour prendre le commandement. Aucune force n'avait constitué son propre personnel de direction à l'échelle d'un pays qui demeurait essentiellement un pays agraire. Et donc, les différentes classes qui se voulaient d'avant-garde, essentiellement à gauche, avec les communistes, ne pouvaient espérer prendre le commandement qu'à travers d'autres groupes sociaux, qu'il s'agisse de la bourgeoisie ou qu'il s'agisse du prolétariat. Elles ne pouvaient prétendre à la direction de la société que par procuration. Et c'est la, si vous voulez, la grille de lecture à travers laquelle j'ai envisagé la situation sociale de l'Algérie. Alors, ça c'est la grille de lecture qui s'oppose à une autre grille de lecture qui voyait le développement de l'Algérie à travers une tradition culturelle qui interdit à la nation de se différencier de sa matrice culturelle. La nation est perçue non pas comme une association de citoyens libres, mais de leurs appartenances, mais comme une appartenance, une communauté d'appartenance où l'adhésion à l'islam constitue l'origine et la fin. Donc cette situation, on la trouve essentiellement dans le PPA et chez les oulémas. Il y avait bien sûr d'autres réponses qui pensaient autrement la nation, mais ces réponses sont intervenues très tard par rapport à la réponse culturaliste. Ces réponses ont commencé à intervenir à partir de 1939-1940 et elles se limitaient essentiellement à l'élite acculturée en français et qui n'a pas fait preuve dans son action politique, à quelques
à quelques exceptions près, d'une pratique de masse dans son rapport politique avec l'ensemble des Algériens. Donc, je considère que c'est au niveau des groupes sociaux et des classes que s'articulent les conditions objectives et que s'enracinent les choix des acteurs. Seulement, cette grille de lecture, selon moi, a souffert de postulats que j'ai été amené à rectifier. Le premier postulat est de considérer que toutes les histoires s'accomplissent sous l'effet d'une cause dite économique, ce qui se présuppose que l'économie détermine mécaniquement tous les autres champs et que tous les pays passent par les mêmes étapes. Le second néglige les différences culturelles et interdit, si vous voulez, l'examen des trajectoires politiques indépendamment des trajectoires européennes. On sait maintenant cette question est plus ou moins résolue. Donc, si vous voulez, le FLN, quand il apparaît, il est tributaire d'une tradition, qui est la tradition populiste, qui est celle du PPA. Et cette tradition est très, très enracinée parce qu'elle participe à la fois du champ moderne et du champ traditionnel. Dans ce mouvement, il y a une indifférenciation du politique et puis il y a surtout, si on voit l'ensemble du pays et pas seulement les villes ou les migrations, il y a une tendance à la récupération des allégeances et une mobilisation par les groupes primaires et pas par mobilisation fondée sur l'adhésion individuelle. Le problème de l'adhésion individuelle se pose exclusivement dans les villes et dans les migrations. Et encore, d'une manière tout à fait relative, parce que la tradition communautaire imprègne aussi les migrations et les villes. Et en étudiant, si vous voulez, la répression dans la région de Skikda, je me suis rendu compte qu'on trouvait des engagements dans l'action armée, c'était des engagements par groupe. On retrouvait des familles de 15 dans l'ALN, 15, 10, 12, et plusieurs morts dans la même famille, 5, 6, etc. Des chiffres qui sont tout à fait significatifs, si vous voulez, d'une sociologie politique qui n'a rien à voir avec la sociologie du parti comme mouvement ayant des buts, de programmes, etc. Ce n'est pas du tout comme ça que les choses se passent dans la réalité. Ce que j'aurais dû souligner d'abord, c'est que cette société coloniale, dans cette société coloniale, il ne pouvait pas naître une société civile. En ce sens que la question de l'autonomie individuelle n'imprègne pas toute la société. Il peut tout au plus y avoir un espace public d'échange, et c'est ce qu'il y avait. Quand on parle d'une tradition démocratique en Algérie, on se réfère à la tradition d'échange au sein de l'espace public, et non pas, si vous voulez, à ce qu'on entend d'une manière ordinaire par société civile. Si on veut observer le FLN, il ne faut pas l'observer comme un parti politique. Il faut l'observer comme un mouvement de société sur lequel sont greffés des appareils qui sont nés d'une scission de partis, d'une scission, et cette scission a été à l'origine
de drame ultérieur, en ce sens que l'engagement dans la guerre contre la France commence en même temps qu'une guerre civile. Et comme dans la conception de la nation, une guerre civile entre Algériens et musulmans, et comme dans la conception de la nation, les Français étaient, les Européens étaient, l'Algérie était exclue, donc elle commence, si vous voulez, l'insurrection comme l'expression de plusieurs guerres civiles potentielles. D'abord entre les Algériens et la France, et ensuite entre les Algériens eux-mêmes, ce qui a porté gravement atteinte à la nécessité d'une sédimentation politique et qui va contrarier d'une manière radicale le problème et de l'intégration sociale et de l'intégration à l'intérieur du FLN. Bon, si je devais définir grosso modo la situation qui intervient avec l'entrée ancienne du FLN, on peut parler d'abord de militarisation du mouvement politique, la tradition, la socialisation par l'autoritarisme qui est un fait de société va se renforcer pendant la guerre. On va assister aussi à une ruralisation. Et cette ruralisation va se faire à travers l'émergence de chefs insolites sortis du peuple, le plus souvent conservateurs et indifférents aux idées et prêts à passer d'un camp à l'autre. Un camp à l'autre, mais dans quel camp? Le mouvement va se structurer essentiellement à travers des factions. Que ces factions soient des factions locales, des factions régionales ou des factions regroupant d'anciennes sensibilités, comme les anciens de l'UDMA, les anciens du comité central, etc. Donc la scène politique est régularisée par des factions et c'est une des données qui va rendre le champ politique algérien très opaque, parce que dans une faction, vous trouvez des sensibilités qui vont de la droite ou de l'islamisme pur et simple jusqu'à des éléments marxisants. Et donc, toutes ces factions dominent la scène et luttent entre elles à travers des idéologies tout à fait diverses. Le troisième élément que je soulignerai, c'est la destruction des mouvements sociaux. Le mouvement syndical et les mouvements ouvriers sont détruits pendant la guerre. Ils sont détruits d'abord au début de la guerre dans la lutte entre les partis, puisque tout à fait au cours de l'année 55, l'ancien syndicat qui était dominé par les communistes perd une première fraction avec les messalistes, puis une deuxième fraction avec le FLN avant de disparaître lui-même. Le conflit a également éliminé un certain nombre de personnalités et de secteurs civils qui, avant 54, ont tenté de constituer des espaces d'échange. Je veux parler des anciens des partis politiques comme le MTLD, comme l'UDMA et même les oulémas. Et toutes ces forces avaient réussi à créer quand même, dans les interstices laissés par le régime colonial, un espace d'échange. Donc on a une scène politique qui est dominée par les factions et comme je le disais tout à l'heure, la violence va contrarier l'intégration dans la société, l'intégration dans les partis, et c'est ce qui explique, dans les conditions d'une guerre inégale, une sortie de guerre tout à fait catastrophique. Parce qu'il y a un émiettement général dans
qui va rendre beaucoup plus difficile la recomposition de la société et qui pèsera sur toute l'évolution ultérieure de l'Algérie. Voilà. Merci.